On va essayer ensemble ici de s'occuper du paragraphe 1.1. On a déjà vu la première définition, la définition sur les dérivées successives. Donc on a expliqué que quand on avait une fonction, eh ben, on pouvait la dériver évidemment une fois, et puis peut-être que cette fonction dérivée, on pouvait la redériver encore et encore et encore. Par exemple, si on le fait 10 fois, eh ben, on va dire que la fonction, si on peut le faire 10 fois, on va dire que la fonction elle est 10 fois dérivable, et puis ce faisant, on va obtenir la fonction f dérivée dixième. Donc f avec un 10 en exposant entre parenthèses, comme ici par exemple f avec un p en exposant entre parenthèses pour la dérivée pm. Quand on a dit ça, ici on a parlé de dérivée. La fonction qu'on obtient, la fonction f dérivée p fois, ou dans mon exemple la fonction f dérivée 10 fois, et ben donc c'est encore une fonction et on peut encore s'intéresser à sa régularité comme une fonction classique. Alors on a déjà parlé de dérivabilité, mais on peut aussi parler de continuité, et c'est ce qu'on fait dans la définition qui suit. Dans la définition qui suit, on se place sur un intervalle i de r, on prend une fonction qui va de i dans r, donc quand on a p appartenant à n, on dit que f est de classe cp, si f est p fois dérivable, et si en plus sa dérivée pm est continue. On ne parle pas des dérivées intermédiaires, hein, donc quand f est dérivable p fois, on sait qu'elle est en particulier dérivable une fois, deux fois, trois fois jusqu'à p fois, et donc on peut regarder la dérivée première, deuxième, etc. jusqu'à la dérivée pm. Je parle que de la dérivée pm, tout simplement parce que les dérivées intermédiaires, comme elles sont elles-mêmes des fonctions dérivables, elles sont forcément continues. Donc le fait que les dérivées intermédiaires soient continues, en fait, c'est pas très intéressant. Disons que c'est trivial, c'est évidemment vrai. En revanche, le fait que la dernière dérivée qu'on obtienne, celle sur laquelle on va s'arrêter de dériver, le fait qu'elle soit continue, bah ça c'est pas du tout une évidence. Et puis des fois ce sera pas le cas. Si c'est le cas, on dira que la fonction est de classe CP. On dit que f est de classe C infinie si elle est de classe CP pour tous les p dans n. Donc si elle est de classe C0, C1, C2, C3, etc., on va dire qu'elle est de classe C infinie. Autrement dit, ça veut dire que vous pouvez la dériver autant de fois que vous voulez et que vous tombez à chaque fois sur une fonction continue. Alors ici, le côté continu, il va être un petit peu anecdotique parce que si je peux la dériver autant de fois que je veux, ça veut dire en particulier forcément qu'elles sont toutes continues, toutes les dérivées intermédiaires sont continues puisqu'elles sont toutes elles-mêmes dérivables. Enfin bon, c'est la notation. Petite remarque, une fonction de classe C0, c'est donc, si je reprends la définition, on dit qu'une fonction est de classe C0 si elle est 0 fois dérivable, donc ça c'est toutes les fonctions sont 0 fois dérivables, et si la dérivée zéroième, alors la dérivée zéroième, on a dit que c'était elle-même, est continue. Donc autrement dit, dire qu'une fonction est de classe C0, c'est simplement dire qu'elle est continue. Et c'est l'objet de ma remarque, une fonction est de classe C0 si elle est continue, si et seulement si elle est continue. Les fonctions de classe C1, celles qu'on va rencontrer le plus souvent, ce sont des fonctions qui sont dérivables et dont la dérivée est elle-même continue. Et faites attention parce que très souvent, on entend qu'une fonction de classe C0, c'est une fonction qui est dérivable et continue. Non. Alors, il se trouve qu'une fonction de classe C0, elle est bien dérivable et continue, mais si je dis qu'elle est dérivable, le fait qu'elle soit continue est trivial. Ce qui n'est pas trivial, c'est que sa dérivée soit continue. Donc de classe C1, c'est dérivable et à dérivée continue. Alors on va traiter un premier exemple. On a notre fonction f ici, et on nous demande de nous démontrer que f est de classe C1. Pour montrer qu'une fonction f est de classe C1, c'est justifier qu'on peut la dériver, et que ce qu'on obtient, c'est une fonction qui est continue. Ici, les arguments vont être assez simples, parce que f, en fait, elle est polynomiale. Et donc c'est ce qu'on dit, f elle est dérivable parce qu'elle est polynomiale, et sa dérivée, qui elle aussi est une fonction polynomiale, est donc continue. Ce qui veut dire que f est de classe C1. Et une fois qu'on a dit ça, on comprend que cet argument, on peut le répéter, parce que si f' est polynomiale, ça veut dire que f', on peut aussi la dériver. Et si on peut aussi la dériver et qu'elle est polynomiale, ce qu'on obtient, c'est encore polynomial. Donc f', on peut la dériver, on la dérive, on obtient quelque chose de polynomial. Donc on a f seconde qui existe, qui est polynomial, et on peut répéter le processus. Et donc on se rend compte qu'en fait, on est capable de montrer que f est de classe CP avec n'importe quel P, et ça veut précisément dire que f est de classe C infinie. Et c'est ce qu'on se propose de démontrer, montrer qu'en fait f est de classe C infinie. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le faire par récurrence, mais on ne va pas simplement montrer que f est de classe CP pour tout P, hein, c'est ça la définition de C infini, on va rajouter un second point, c'est que fp est polynomial, f dérivée p fois est polynomial. Et ce point-là, ça fait un peu penser à ce qu'on faisait quand on traitait les suites. Quand on traitait les suites, souvent, pour montrer que des suites étaient bien définies, on faisait une récurrence, on mettait dans notre hypothèse de récurrence le terme de rang n est bien défini, et en plus, et on rajoutait une petite information qui était là essentiellement pour nous aider à montrer que le terme de rang n plus 1 était bien défini.
Donc une information qui semblait n'avoir aucun intérêt en soi, mais qui était là pour nous aider. C'est un peu le rôle de ce fp et polynomial. Ça n'a pas d'intérêt en soi, mais ça permet de démontrer que f est de classe, ça va permettre de démontrer que f est de classe cp plus 1. Donc initialisation, il faudrait démontrer que f est de classe c0 et que f0 est polynomial. Bon, f0 c'est f. Donc concrètement, on nous demande juste de démontrer que f est de classe c0, autrement dit qu'elle est continue. Et c'est ce qu'on fait, f elle est polynomiale, hein, donc c'est f dérivée 0 fois, et bien polynomiale. Elle est donc continue, et donc f est de classe c0. D'où on a montré ce qu'on voulait montrer. Ici, on a donc p de 0. Ensuite, eh bien, on fixe un P appartenant à grand N, on suppose la propriété vraie au rang P, on veut montrer la propriété vraie au rang P plus 1. Alors, par hypothèse de récurrence, donc là je suis allé juste un tout petit peu trop vite, puisqu'il faut déjà que j'explique que ma fonction f, elle est P fois dérivable. F est de classe CP, ce qui permet de justifier que je peux considérer sa dérivée Pm, et Fp est polynomiale. Comme f dérivée p fois est polynomiale, elle est dérivable, puisqu'elle est polynomiale. Je peux donc considérer la dérivée p plus unième. Cette dérivée p plus unième, bah de fait, elle est polynomiale, puisqu'on vient de dériver une fonction polynomiale. Elle est donc aussi polynomiale, et donc continue. Et finalement, f, elle est bien de classe cp plus 1, puisque on a pu la dériver p plus une fois, et que ce qu'on a obtenu en la dérivant p plus une fois, à savoir f dérivée p plus 1, était polynomiale. Elle est donc de classe cp. On avait aussi justifié qu'elle était polynomiale, ce qui nous donne la propriété vraie au rang p plus 1. Et donc finalement, par le principe de récurrence, pour tous les p, f est de classe cp, elle est donc de classe c infinie. Déterminer f troisième, bon bah il faut dériver f 3 fois, je vous laisse le faire, il n'y a pas forcément de difficulté ici, autre que, bon, il y a une grosse multiplication, mais c'est un peu la seule difficulté. Deuxième exemple. La fonction exponentielle est de classe c infinie. Alors la fonction exponentielle, c'est la plus simple, la plus facile des fonctions à manipuler vis-à-vis de la dérivée. La fonction exponentielle, quand vous la dérivez, vous obtenez encore la fonction exponentielle, qui est encore dérivable, et donc quand vous la dérivez, vous obtenez encore la fonction exponentielle, qui est encore dérivable, etc., etc. Donc la fonction exponentielle, on peut la dériver autant de fois qu'on veut, et comme on peut la dériver autant de fois qu'on veut, à chaque fois, on obtient une fonction qui est continue, puisque dérivable. Donc notre fonction, elle est bien de classe CP pour n'importe quel P, elle est de classe C1, C2, C3, c'est tout ce que vous voulez, elle est donc de classe C infinie. Exemple 3, un exemple un peu moins trivial, c'est l'exemple de cette fonction-là, la fonction qui va de R dans R, et qui a x associe x au carré sur 2 lorsque x est positif, et moins x au carré sur 2 sinon. Alors, cette fonction-là, on va déjà commencer par la représenter graphiquement. Donc voilà la représentation graphique de notre fonction g. Bon, quand on la regarde, elle a l'air lisse, hein, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Notamment dans g, il y avait un raccord en 0, donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se passe au niveau de 0. C'est ici qu'on va regarder de plus près. Bon, ça a l'air normal. On ne voit pas de souci, ni de continuité, ni de dérivabilité. Et le problème, c'est qu'au-delà de la continuité et de la dérivabilité, c'est dur pour nous de voir ce qui se passe. Donc là, ben, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. C'est tout ce qu'on peut dire graphiquement pour le moment, évidemment c'est jamais une preuve. Donc, on va revenir là-dessus, on nous demandait est-ce qu'elle était de classe C0, est-ce qu'elle était de classe C1, est-ce qu'elle était de classe C2. Alors je vais prendre ces questions dans l'ordre, une par une. En pratique, si j'ai répondu qu'elle était de classe C2, alors elle est forcément de classe C1. Parce que de classe C2, ça veut dire 2 fois dérivable et à dérivée seconde continue. Mais si elle est 2 fois dérivable, elle est en particulier une fois dérivable. Et si j'ai pu la dériver 2 fois, c'est que la dérivée première était dérivable, donc continue. Donc si elle est de classe C2, elle est forcément de classe C1. Et si elle est de classe C1, elle est forcément de classe C0. Donc je vais d'abord me demander si elle est de classe C0. Autrement dit, est-ce qu'elle est continue? Graphiquement, on avait bien le sentiment que la réponse était oui. Ici, j'ai une fonction qui est définie avec deux formules différentes suivant que les nombres soient positifs ou négatifs, et il y a un point de raccord en 0. Attention, je vois bien que j'utilise cette formule-là quand x égale 0, mais c'est un point de raccord, je dois vraiment étudier la continuité séparément. Je ne peux pas inclure 0
dans cette formule-là pour mes justifications, même si quand je dois calculer g de 0, c'est bien cette formule que j'utilise. Donc je commence par dire que sur R plus étoile et sur R moins étoile, g est continu parce que sur les deux ensembles, elle est polynomiale, effectivement. Si on se met sur R plus étoile, on utilise cette formule, c'est une expression polynomiale. Sur R moins étoile, c'est aussi une expression polynomiale. Sur R en entier, ce ne serait pas polynomial. Mais sur R moins étoile, sur R plus étoile, c'est le cas. Puis, pour savoir si elle est continue en 0, je compare la limite à droite avec la limite à gauche avec la valeur au point. Donc la limite à droite, le calcul est ici. La limite à gauche, le calcul est là. Et la valeur au point. Et je vois que dans les trois cas, je trouve la même chose. Donc g est continue en 0. Je savais qu'elle l'était déjà sur R plus étoile et sur R moins étoile, elle est donc continue sur R. Elle est donc de classe C0. Je vais maintenant me demander si elle est de classe C1. Donc pour me demander si elle est de classe C1, il faut que j'arrive à montrer qu'elle est dérivable et que je regarde si sa dérivée est continue. Alors graphiquement, encore une fois, elle avait l'air dérivable. Et si je m'intéresse à sa dérivée, on va voir qu'il y a quelque chose d'assez remarquable. On le verra juste après. Justifions déjà qu'elle est dérivable. Alors pour expliquer qu'elle est dérivable, on va le faire comme pour la continuité. C'est-à-dire qu'on va expliquer sur R plus étoile, sur R moins étoile qu'elle l'est, évidemment, et on va s'intéresser à ce qui se passe en 0. Sur R plus étoile et sur R moins étoile, elle est évidemment dérivable car sur ces ensembles, elle est polynomiale. Et ensuite en 0, je vais m'intéresser à la limite à droite et à la limite à gauche du taux d'accroissement. Je pourrais regarder la limite du taux d'accroissement directement. Il se trouve qu'ici, comme j'ai des formules différentes, il faut vraiment que je distingue limite à droite et limite à gauche. Donc je fais mes calculs, limite à gauche, voilà ce que j'obtiens, ce qui donne une limite de 0. Limite à droite, j'obtiens ceci, ce qui donne une limite de 0. Bon, il y a une petite simplification à chaque fois, je vous laisse la faire. Et j'observe que la limite à droite égale la limite à gauche, et qu'en plus, chose importante, mais je l'ai bien dit, c'est un réel. Ce qui veut dire que ma fonction elle est bien dérivable en 0, et qu'en plus son nombre dérivé, c'est justement la limite qu'on a trouvée. Ce nombre commun qu'on a trouvé, c'est bien notre nombre dérivé, autrement dit 0. Et donc finalement, on peut dériver g, et en dérivant g, on voit que sur R plus étoile, vu ce qu'on dérivait, on obtient x. Sur R moins étoile, vu ce qu'on dérivait, on obtient moins x, parce que je rappelle que l'expression sur R plus étoile, c'était x au carré sur 2, et l'expression sur R moins étoile, c'était moins x au carré sur 2. Donc quand on dérive en x, on trouve x d'une part et moins x d'autre part. La dérivée en 0, c'est 0. Sauf que cette fonction-là, c'est pas n'importe quelle fonction. Quand vous regardez l'expression, vous devez reconnaître l'expression. Et si vous ne la reconnaissez pas, on peut retourner sur la représentation graphique pour voir ce que c'est. Donc ici, je vais demander à GeoGebra de représenter la dérivée. Et voilà la dérivée. Et donc ici, vous devez reconnaître, si vous ne l'aviez pas vu sur la formule, là sur la représentation graphique, c'est assez clair, on reconnaît que la dérivée, la fonction g', c'est la fonction valeur absolue. Et il se trouve que la fonction valeur absolue, je connais ses propriétés de régularité. Donc, la dérivée g', donc d'abord g est dérivable, sa dérivée c'est la valeur absolue qui est une fonction continue. Donc je peux affirmer que g' est continue, ce qui veut dire que g est de classe C1, puisqu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. En revanche, elle n'est pas de classe C2, puisque g' n'est pas dérivable. Donc je ne peux pas dériver une seconde fois g. Et pour finir, deux propositions. La première, c'est la liste des fonctions usuelles qui sont de classe C infinie. Donc on vous dit les fonctions polynomiales, la fonction inverse, la fonction exponentielle, la fonction logarithme népérien, les fonctions puissance, elles sont toutes de classe C infinie sur leurs ensembles de définitions. Je précise entre parenthèses ouvert, simplement pour vous rappeler de faire attention au point de raccord, comme on l'a fait par exemple sur G. Oui, sur G, j'avais pas le droit de dire simplement c'est polynomial sur R+, et sur R- étoile, donc c'est de classe C infinie sur R+, et sur R- étoile, et donc c'est de classe C infinie sur R tout entier. J'ai le point de raccord en 0. Voilà pourquoi je précise ouvert. Et la fonction racine, elle est bien de classe C infinie, mais seulement sur R plus étoile. Vous savez que déjà en 0, elle n'est pas dérivable. En 0, on a une tangente verticale. Deuxième proposition, qui concerne les fonctions polynomiales, et notamment leur degré. Donc on l'a rappelé, quand on dérive une fonction polynomiale, on garde une fonction polynomiale, et on a un peu parlé dans l'exemple d'introduction. Quand on dérive une fonction polynomiale, son degré descend de 1. Alors il descend de 1 presque tout le temps. Le seul cas où le degré ne descend pas de 1, c'est le cas où j'ai une fonction qui est constante. Parce que quand j'ai une fonction qui est constante, deux possibilités. Ou bien elle est constante non nulle, et donc son degré c'est 0,
et quand je dérive une fonction dont le degré est 0, j'obtiens la fonction nulle, et donc le degré de la fonction nulle, ça va être moins l'infini, ou bien ma fonction c'était directement la fonction nulle, et donc son degré c'était directement moins l'infini, et quand je la dérive, je récupère un degré qui est moins l'infini. Voilà. Donc à chaque fois que je dérive une fonction, à part les fonctions constantes, le degré tombe de 1. Et donc ce qu'on dit dans cette proposition, c'est que lorsque f est polynomial de degré n, n un entier, et ben la dérivée pm de la fonction, elle est de degré n-p, à condition que n-p soit positif, donc à condition que n soit plus grand que p. Et si on dépasse cette barre-là, si on dépasse le moment où on dérive autant de fois que le degré, si on dérive plus de fois que le degré, et ben on arrive sur la fonction nulle, et donc son degré c'est moins l'infini. Voilà qui conclut ce paragraphe 1.1